Quoi de plus beau qu'une plante à fleurs? Plante à fleurs, organisation fonctionnelle. Et si on met dans l'ordre, on dit quelle est l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs? Alors déjà, plante, fleurs, organisation, 3 mots importants. Une plante, souvent quand on pense à plante, on dit vert, on dit photosynthèse, chlorophylle. La photosynthèse est typique des organismes autotrophes. Alors quand on dit organisme, là on parle d'organismes végétaux. Autotrophes, ça veut dire que les plantes sont capables de s'autosuffire, c'est-à-dire de fabriquer leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et il n'y a que les plantes qui font la photosynthèse. Alors, en parallèle à la fabrication de dioxyde de matière organique, il y a libération de dioxygène. Alors, c'est quoi l'intérêt de libérer du dioxygène? On peut considérer que c'est un déchet, puisque en parallèle à la fabrication de matière organique, il y a du dioxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. Et le dioxygène va servir pour produire de l'énergie grâce à l'oxydation du glucose. Or, le glucose fait partie des matières organiques, donc ça tombe bien, puisque la plante fabrique sa propre matière organique, entre autres son propre glucose, et comme la plante rejette du dioxygène, eh bien, la respiration cellulaire est possible, c'est-à-dire la fabrication d'énergie sous forme de molécules d'ATP, adénosine triphosphate, est possible. Donc, quand on dit plante, on pense à photosynthèse. Mais il faut penser aussi à la respiration cellulaire. Les plantes font les deux, à la fois la photosynthèse et à la fois la respiration cellulaire. Alors, la respiration cellulaire se fait en continu, toute la journée, même la nuit. Alors, évidemment, il y a des périodes où il ne se passe rien, par exemple en hiver, lorsque la végétation est à l'état de sommeil. Mais la photosynthèse ne se fait que s'il y a de la lumière. Nous, par exemple, les êtres vivants hétérotrophes, eh bien, nous avons besoin des autotrophes. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent la matière organique, et nous, on est incapable d'être autotrophes. Donc, on a besoin de la matière organique produite par les végétaux. Donc, il y a bien les producteurs primaires, qui sont les herbes, les végétaux, etc. Les consommateurs primaires, qui sont les herbivores, etc. Et puis ensuite, il y aura les carnivores, etc. Mais là, on parle de chaîne alimentaire. C'est un peu pour vous situer le mot plante dans une organisation, dans un écosystème. Et les fleurs, alors? À quoi servent les fleurs? Pourquoi est-ce qu'une plante va fabriquer ses propres fleurs? Eh bien, pour assurer sa pérennité. C'est-à-dire survivre de génération en génération en formant par exemple des graines. Donc lorsque l'on parle d'organisation des plantes à fleurs, eh bien on va essayer de voir la structure, et l'organisation fonctionnelle, ça veut dire on va voir non seulement la structure, mais également la fonction assurée par les fleurs, qui seront essentiellement, alors pas uniquement de la décoration, c'est souvent un caractère attractif pour certains animaux, certains êtres vivants qui vont, par exemple grâce à la pollinisation, être attirés par certaines fleurs et puis faire la fécondation, enfin pas l'autofécondation, mais la fécondation croisée grâce à ce mécanisme de pollinisation. Bon, donc vous voyez, on tourne autour de ces notions, plantes à fleurs, organisation fonctionnelle, les plantes, la chlorophylle, la photosynthèse, la respiration cellulaire qu'il ne faut pas oublier. La feuille échange des molécules avec l'atmosphère. Donc quand on parle d'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, il faut évidemment comprendre comment la feuille fonctionne. Alors, il y a, si vous faites une coupe d'une fleur,
pas forcément d'une fleur, mais une coupe de tige par exemple. Bon, ça peut être de racines aussi, hein, mais là bon, on fait une coupe où on voit un épiderme supérieur, et au-dessus de l'épiderme supérieur, il y a ce que l'on appelle la cuticule. Alors, épiderme supérieur, ça veut dire au-dessus. Ça veut dire qu'il y aura un épiderme inférieur, en dessous. Si vous prenez une feuille, regardez dessus et dessous, c'est pas le même aspect. Donc vous avez une cuticule au niveau de l'épiderme supérieur. Ensuite, plus en dedans, entre guillemets, vous avez un parenchyme palissadique chlorophylien, donc constitué par des cellules qui contiennent des chloroplastes, et ces cellules vont assurer en partie la photosynthèse. Donc il y a des chloroplastes. Et si vous allez plus en dedans, entre guillemets, vous allez arriver au parenchyme lacuneux, donc sous la feuille, de parenchyme lacuneux qui se termine par une structure correspondant à l'épiderme inférieur. Donc au niveau de cet épiderme inférieur, il y a des stomates. Puisque lorsque l'on parle de parenchyme lacuneux, ça veut dire qu'il y a des lacunes, comme des espaces où il n'y a rien. Enfin, en fait, ce sont des espaces où il n'y a rien. Et c'est au niveau de ces espaces, donc l'eau, le dioxyde de carbone et le dioxygène vont circuler. Alors, lorsque la photosynthèse est assurée, lorsque la lumière arrive dans le parenchyme palissadique, eh bien, au niveau des chloroplastes, donc il va y avoir fabrication de matière organique et libération de dioxygène. Eh bien, ce dioxygène va se diriger vers le parenchyme lacuneux, puis être émis à l'extérieur grâce aux stomates. Les stomates ont la capacité de s'ouvrir ou de se fermer. Ce sont des cellules spéciales. Le dioxyde de carbone doit entrer dans le métabolisme correspondant à la photosynthèse. Donc ce dioxyde de carbone qui est à l'extérieur va rentrer dans le parenchyme lacuneux pour aller entrer dans les cellules correspondant à ce parenchyme lacuneux et dans les cellules du parenchyme palissadique chlorophylien. Et là, la photosynthèse va pouvoir faire en sorte que ce dioxyde de carbone soit transformé en matière organique. L'eau également entre ou sort. Alors, entre ou sort plutôt, mais peut entrer également, éventuellement. Si les stomates sont ouverts et que si vous retournez la feuille, bien l'eau va pouvoir pénétrer. Mais comme c'est en dessous, au niveau de l'épiderme inférieur, en théorie, l'eau ne rentre pas trop dans le parenchyme lacuneux. Bon. L'eau est un produit, en fait, de la respiration cellulaire. C'est un déchet, puisque la respiration cellulaire libère de l'eau et du dioxyde de carbone tout en produisant de l'énergie. Donc l'eau, à un moment donné, doit sortir. Et elle peut sortir par ces stomates. Donc autrement dit, globalement, l'eau et le dioxygène sortent par les stomates, et globalement, le dioxyde de carbone entre par les stomates, entre dans ces parenchymes lacuneux, via les cellules qui assurent la photosynthèse. Donc, la production de matière organique et la libération de dioxygène. Bon. Maintenant, essayons de voir à quoi correspond le méristème caulinaire. En fait, c'est une zone de croissance. Il y a la lumière qui entre dans cette zone de croissance, en fait. Il y a une certaine élongation des cellules sous l'action de l'auxine à partir du méristème. En fait, il y a multiplication de cellules de manière très intensive, à l'extrémité d'un bourgeon, par exemple. Et ces cellules, en fait, vont subir une différenciation à mesure que l'on s'éloigne de l'extrémité du bourgeon.
Alors, grâce à la lumière et sous l'action de l'auxine, donc je vous ai dit qu'il y a une élongation des cellules qui est plus ou moins importante selon qu'il y a plus ou moins d'auxine. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que à l'extrémité, il y a une zone de division cellulaire très active que l'on appelle le méristème. Méristème collinaire par exemple, donc c'est une zone de croissance, et à mesure que l'on s'éloigne de ce méristème collinaire, eh bien les cellules vont avoir tendance à s'allonger sous l'action de l'auxine et en présence de lumière. Donc il y a au niveau de la plante en fait tout un système. Si on prend une pomme de terre, un plant de pomme de terre, vous avez la terre, vous avez le sol. Alors donc au niveau du sol, vous avez le sol, et au-dessus du sol, il y a l'atmosphère. Donc si vous allez vers la profondeur, vous avez bien entendu des racines. À l'extrémité des racines, il y a un méristème, racinaire entre guillemets, où il y a une multiplication relativement intensive des cellules, et lorsqu'on s'éloigne un petit peu de ce méristème, eh bien on a des cellules qui s'allongent. Donc on a bien une élongation des cellules qui fait que la racine s'allonge. Mais elle s'allonge à condition que, à partir du méristème racinaire, d'une part les cellules se multiplient activement, et d'autre part que, sous l'action de divers processus, eh bien, à mesure que l'on s'éloigne de ce méristème, les cellules s'allongent. Autrement dit, il y a des cellules qui servent à se diviser, et d'autres cellules divisées vont subir l'élongation, ce qui fait que la racine s'allonge. Il y a également, au niveau de ces racines, donc ce que l'on appelle des poils absorbants, qui vont absorber l'eau et les sels minéraux qui sont sous forme ionique. Donc ce sont des poils absorbants qui sont très importants, puisque c'est grâce à ces poils absorbants que l'eau et les ions, donc la matière minérale, vont être absorbés, et vont constituer ce que l'on appelle, donc une fois que l'eau et ces ions entrent, ils constituent ce que l'on appelle la sève brute, qui circule dans des vaisseaux spéciaux, donc des vaisseaux de la sève brute. En parallèle à ces zones méristématiques et à ces poils absorbants, il peut y avoir, dans certains cas, des organes de réserve, par exemple la pomme de terre. Alors, il peut y avoir également des associations très importantes avec des champignons, donc avec le mycélium des champignons, et pour former avec donc ces poils absorbants, ces parties de racines de la plante, et bien pour former ce que l'on appelle des mycorhizes. Donc c'est une association à double bénéfice réciproque en fait, par rapport aux champignons, enfin pour le champignon et pour la plante. Voilà, donc le champignon va favoriser la formation d'eau et d'ions qui vont pénétrer dans des vaisseaux spéciaux qui vont constituer également la sève brute. Donc soit la plante absorbe toute seule ses sels minéraux et ses ions, soit elle est aidée par des champignons qui forment une association mycorhizienne avec les racines de la plante. Et dans ces conditions, donc, l'eau et les ions minéraux peuvent passer également. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des mycorhizes, en fait, c'est avantageux parce que la plante assure son propre passage d'eau et d'ions minéraux, mais en plus, les mycorhizes facilitent ce passage amplifient en quelque sorte ce passage dans la sève brute, donc ce qui amène beaucoup plus d'ions et de sels minéraux. Donc les associations mycorhiziennes sont très importantes. Donc voilà pour les racines. Alors ensuite on arrive dans la partie aérienne. Alors on peut faire une coupe que l'on va détailler après. Mais au niveau de cette partie aérienne, donc ce que l'on appelle la tige, il y a, alors on avait dit qu'il y a des vaisseaux correspondant à la montée de la sève brute
dans la plante et qui se répartit dans tout l'organisme de la plante, mais il y a en parallèle donc ce que l'on appelle la sève élaborée qui circule dans des vaisseaux spéciaux, dans d'autres vaisseaux en tout cas, que ceux dans lesquels circule la sève élaborée. Alors il y a, au niveau des feuilles, il y a un bourgeon que l'on appelle le bourgeon axillaire, dont nous avons donné donc un aperçu précédemment, en disant qu'au niveau de ce bourgeon, il y avait un méristème caulinaire qui correspondait à une zone de croissance, mais avant la croissance, il y avait une multiplication des cellules, et alors certaines cellules vont continuer à se multiplier, tandis que d'autres qui se sont multipliées vont s'éloigner un petit peu, enfin pas vraiment s'éloigner, mais vont subir une transformation telle que, grâce à l'oxyne et à la lumière, donc ces cellules, une partie de ces cellules va s'allonger, permettant l'allongement du bourgeon. Et c'est un peu le même principe au niveau des racines, au niveau du méristème racinaire. C'est le même principe. On a toujours une zone de multiplication des cellules, zone méristématique, et une zone d'élongation, avec pour ce bourgeon donc une partie qui correspond à la future feuille également. Donc voilà, concernant ce bourgeon axillaire et ce bourgeon terminal, en fait c'est plutôt au niveau du bourgeon terminal que l'élongation va se faire, tandis que les bourgeons axillaires vont attendre leur tour en quelque sorte. Bon. Donc là on a bien une feuille, et au niveau de la feuille il y a bien ce que l'on appelle l'épiderme supérieur avec sa cuticule, le parenchyme palissadique chlorophylien, dans lesquels il y a des chloroplastes présents également dans le parenchyme lacuneux, et ensuite on a bien l'épiderme inférieur avec les stomates. Donc voilà pour la présentation globale des racines, de la feuille. Alors on a dit sève élaborée, il y a du dioxyde de carbone qui va entrer. Le dioxyde de carbone avec l'eau va permettre, grâce à la photosynthèse, donc de fabriquer ce qu'on appelle des glucides. C'est de la matière organique, dont le glucose, et puis libération de dioxygène en parallèle qui va se trouver à l'extérieur. Alors bien sûr, il faut que dans cette feuille, la lumière pénètre, pour que la photosynthèse puisse s'accomplir. Attention, je rappelle que la respiration cellulaire se fait en continu, toujours. Ne pensez pas qu'il n'y ait pas de respiration cellulaire dans la plante. La nuit, c'est essentiellement, la nuit lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est essentiellement la respiration cellulaire. Normalement, il n'y a pas de photosynthèse. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la lumière pour qu'il y ait la photosynthèse. Donc dans la journée, il y a de la lumière, donc la photosynthèse est possible, et la respiration cellulaire se poursuit. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'énergie fabriquée dans les plantes pour que les cellules puissent vivre. Au niveau de leur métabolisme, il leur faut de l'ATP, donc de l'énergie. Alors au niveau des plantes, souvent il y a donc un entre-nœud et un nœud. Il y a, pas très loin de l'extrémité, ce que l'on appelle un phytomère. Il y a, quelquefois, lorsque la fleur s'est transformée, il y a ce que l'on appelle le fruit, donc un fruit. Le bourgeon axillaire, il y a une fleur. Bon. Donc l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, c'est un petit peu ce même principe. Alors là, il ne s'agit pas de détailler la structure de la fleur, mais simplement l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Pour le détail de la structure d'une fleur, il faut vous référer à d'autres cours. Alors, tout à l'heure, donc si je reviens sur ces mycorhizes, donc il y a des poils absorbants avec mycorhizes ou sans mycorhizes. Les poils absorbants, je répète en fait un petit peu ce que j'ai dit en précisant, en insistant sur ce point, c'est que l'eau et les ions minéraux vont pénétrer dans les poils absorbants. Et ensuite, l'eau et les ions minéraux vont circuler, vont arriver dans de la sève, dans des vaisseaux qui font circuler la sève brute. Mais s'il y a des mycorhizes, en fait, il y a beaucoup plus d'eau et d'ions minéraux qui vont passer
dans les poils absorbants et donc dans la plante, pas forcément directement par les poils absorbants, parce que les poils absorbants sont au niveau des racines, au niveau de la racine finale en fait, de chaque petite partie de racine. Au bout de ces racines, il y a des poils absorbants, mais lorsqu'il y a des mycorhizes, ces mycorhizes vont pénétrer à l'intérieur des cellules de la plante pour donc s'installer en quelque sorte et faire en sorte que l'eau et les ions minéraux puissent passer. Alors tout à l'heure je vous ai dit, donc si on fait une coupe de tige, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit qu'il y a des tissus conducteurs de sève. Alors je vous ai parlé de sève brute et de sève élaborée. La sève brute, globalement, c'est ce qui fait circuler l'eau et les sels minéraux qui sont absorbés au niveau des racines, donc au niveau des poils absorbants et ou au niveau des mycorhizes. Et puis la sève élaborée, eh bien, c'est de la sève qui est fabriquée grâce à la photosynthèse et qui contient de la matière organique. Alors qui ne contient pas de dioxygène, parce que le dioxygène a été libéré par les stomates. Donc si on fait une coupe de la tige, non, en fait il faut que je fasse des pauses de temps en temps, parce que je parle beaucoup. Alors, on a dit il y a des tissus conducteurs de sève. Donc si on fait une coupe, je répète, de cette tige, vous faites une coupe, tac, vous avez la tige, vous faites une coupe. Alors pas longitudinale, vous coupez une section qui soit une section relativement circulaire. Alors, vous voyez l'épiderme. Épi, ça fait penser à extérieur. Vous avez ce que l'on appelle le cambium. Vous avez également ce que l'on appelle le phloème. Vous avez le xylème. Et vous avez le faisceau conducteur de sève. Alors, comment s'y retrouver? Nous savons que nous parlons de tissu conducteur de sève. Il y a la sève brute qui circule dans le xylème. Et ce xylème fait partie du faisceau conducteur de sève. Il y a la sève élaborée qui circule dans une structure que l'on appelle le phloème. Et ce phloème fait partie du faisceau conducteur de sève également. Autrement dit, ce faisceau conducteur de sève contient à la fois le xylème et le phloème. Le xylème pour le transport de sève brute, le phloème pour le transport de sève élaborée. Vous avez compris? Bon voilà, donc si on fait une coupe transversale en fait, non pas longitudinale mais transversale, on voit bien qu'il y a l'épiderme et puis on retrouve bien ce faisceau conducteur de sève avec le phloème et le xylème, et entre les deux, il y a ce que l'on appelle le cambium, qui est une structure un peu spéciale dont nous parlerons tout à l'heure. Bon. Donc là, vous avez compris, lorsque l'on regarde de manière globale l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, on a bien la feuille qui va échanger avec l'atmosphère. Qui va échanger quoi avec l'atmosphère? Eh bien, du dioxyde de carbone, du dioxygène et de l'eau. Donc ça, c'est une fonction d'échange, en fait.
Et cette fonction d'échange est possible grâce à l'organisation de la plante. Quelle est l'organisation globale d'une feuille? Eh bien, si on fait une coupe transversale, je répète, mais d'une autre façon. Vous faites une coupe transversale d'une feuille, vous prenez une feuille. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Vous faites une coupe transversale. Vous voyez, au microscope évidemment, hein, pas à l'œil nu, hein, vous voyez un épiderme. Vous voyez deux épidermes en fait. Épi, ça veut dire à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous avez un épiderme supérieur et sous la feuille, donc à l'intérieur, vous avez un épiderme inférieur. Et pour protéger cet épiderme supérieur, eh bien, il y a un recouvrement que l'on appelle une cuticule. Alors souvent, la cuticule est brillante au-dessus de la feuille et en dessous de la feuille, il n'y a pas forcément de cuticule et la partie est plutôt terne, mate, on va dire. Et ensuite, plus à l'intérieur de l'épiderme supérieur, vous avez le parenchyme palissadique chlorophylien qui contient de grandes cellules chlorophylliennes et plus à l'intérieur de l'épiderme inférieur, vous avez un parenchyme également, mais qui n'est pas palissadique. Il est lacuneux. Ça veut dire qu'il y a des chambres, entre guillemets, hein, où il n'y a rien, il n'y a que du vide, et dans ce vide, les échanges sont possibles. Échange de quoi? Je l'ai déjà dit. Échange de dioxygène et d'eau et de CO2. Pourquoi est-ce que le CO2 passe dans le parenchyme lacuneux? Alors, parce qu'il doit pénétrer dans les cellules chlorophylliennes pour contribuer à former des molécules organiques grâce à la photosynthèse. Pourquoi est-ce que le dioxygène et l'eau sortent de ce parenchyme lacuneux par les stomates? Pourquoi? Eh bien parce que la respiration cellulaire a été assurée dans toutes les cellules de la plante, donc de la feuille ici en l'occurrence, et donc la respiration cellulaire, c'est l'oxydation de quoi? Du glucose, pour produire de l'énergie. Mais la photosynthèse, c'est quoi? Bien, c'est la fabrication de matière organique. Et lorsque la matière organique est fabriquée, en parallèle, du dioxygène est formé. Et donc, il va sortir par les stomates, sortir donc, après être arrivé en sortant des cellules chlorophylliennes, après être arrivé dans le parenchyme lacuneux, ce dioxygène donc sort à l'extérieur par les stomates. Même chose pour l'eau, qui est fabriquée lors de la respiration cellulaire. Bon, vous voyez, hein, c'est pas compliqué en fait. Hein. Après, nous avons bien dit que au niveau du bourgeon axillaire, donc du bourgeon collinaire en fait, il y a une zone de croissance que l'on appelle le méristème, donc division cellulaire par mitose, très intensive, et puis élongation d'une partie de ces cellules grâce à une hormone que l'on appelle l'auxine et en présence de lumière, qui va faire que ces cellules, une partie des cellules vont s'allonger et vont permettre l'élongation donc de ce bourgeon pour se transformer en feuilles par exemple ou en appareils qui contiennent des feuilles. Bon. Ensuite, nous avons bien vu que si on fait une section de tige, on a bien des tissus conducteurs de sève brute et sève élaborée qui font partie d'un faisceau de conducteurs de sève, d'un faisceau conducteur de sève, et qu'entre les deux, entre le phloème et le xylème, il y a bien une structure particulière que l'on appelle le cambium. Donc phloème, transport de sève élaborée, vous vous souvenez, et xylème, transport de sève brute.
On a parlé également des poils absorbants, des poils absorbants et des mycorhizes qui permettent donc l'entrée d'eau et d'ions minéraux à l'intérieur de la plante, au niveau des racines, et ceci dans le xylème, qui est un système de transport de la sève brute. Alors, suite à la photosynthèse, évidemment, tout ce qui est fabriqué va passer dans le transport de sève, dans le phloème, qui est un transport de sève élaborée. Bon, voilà pour globalement l'organisation fonctionnelle d'une plante à fleurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, d'une part, les plantes ont de grandes surfaces d'échange. Les plantes doivent faire face à l'environnement, qui n'est pas toujours positif pour ces plantes. Au niveau de la plante, il y a une circulation de matière dans des vaisseaux spéciaux. La plante peut se développer grâce à des structures particulières. Et il y a ce que l'on appelle une organogenèse qui est sous influence. Alors tout ça, ça veut dire quoi exactement, dans les grandes lignes du moins? Les plantes terrestres ne vivent pas dans l'atmosphère. Vous avez déjà vu une plante dans l'atmosphère? Non. Il faut qu'il y ait une fixation. Alors même, vous avez des plantes aquatiques, elles ne flottent pas dans l'eau. Si, elles flottent dans l'eau, mais elles sont fixées à la limite entre le sol et l'atmosphère. Et pour cela, ces plantes terrestres qui sont fixées, qui sont adaptées à la vie fixée du sol, vont développer des surfaces d'échange relativement importantes dans les deux milieux, à la fois dans la terre, donc dans le sol. Alors je ne parle pas du sous-sol, parce que le sous-sol c'est fabriqué par les roches, mais ça ne veut pas dire que les racines ne vont pas dans le sous-sol. Les racines s'enfoncent dans le sol et peuvent atteindre le sous-sol, d'autant plus que le sol a une épaisseur plus ou moins importante, selon les régions. Donc ça veut dire que ces plantes ont des surfaces d'échange relativement importantes dans ces deux milieux que sont l'atmosphère d'une part et le sol. Et à l'interface, évidemment, il y a la limite entre la racine et puis la tige. Les racines vont absorber l'eau et les ions minéraux grâce aux poils absorbants et éventuellement grâce à la structure mycorhizienne également, qui sont une association entre champignons et l'extrémité des racines de la plante. Les feuilles également sont relativement fines et contiennent de nombreuses cellules en fait, qui assurent la fonction chlorophyllienne. Donc il y a une optimisation en fait, de l'exposition des cellules chlorophylliennes à la lumière. En général, les feuilles se tournent plus ou moins à la lumière. À partir du moment où elles reçoivent de la lumière, que le soleil soit direct ou non, c'est tout bénéfique pour faire la photosynthèse. Les stomates, eux, permettent l'approvisionnement en dioxyde de carbone qui va passer par ces stomates qui sont des cellules spéciales. Et ces stomates doivent s'ouvrir pour que le dioxyde de carbone entre et s'ouvrir également pour que l'eau et le dioxygène puissent sortir. Bon. L'eau et le dioxygène donc, sont des déchets de la photosynthèse, alors que l'eau et le dioxyde de carbone sont des déchets de la respiration cellulaire. Donc, la structure des feuilles, qui sont fines et qui sont relativement nombreuses, vont optimiser l'exposition des cellules chlorophylliennes à la lumière, et les stomates, eux, vont permettre des échanges gazeux, notamment avec le dioxyde de carbone, le dioxygène et l'eau, et ceci tout en limitant les pertes d'eau grâce à leur ouverture plus ou moins variable. Et lorsque je dis grâce à leurs ouvertures variables, on parle là des stomates. Ne pas confondre stomate avec tomate. Les stomates sont des cellules qui permettent des échanges avec le parenchyme lacuneux
enfin entre le parenchyme lacuneux et puis l'environnement extérieur à la plante. Donc ça veut dire que les plantes développent de grandes surfaces d'échange qui vont lui permettre de vivre de manière optimale grâce à deux grands mécanismes, la photosynthèse et la respiration cellulaire. Mais les feuilles, les plantes, les racines sont soumis à l'environnement et aux contraintes que peut apporter cet environnement. Lorsque le milieu est très sec, il y a des pertes d'eau, mais limitées. Pourquoi ? Parce que il y a des feuilles qui vont être de taille réduite, qui vont être recouvertes d'une épaisse cuticule, de poils et de cryptes qui vont protéger les stomates. De ce fait-là, en milieu très sec, il y a une limitation des pertes en eau. Autrement dit, il y a une structure qui s'est créée au cours de l'évolution qui fait que les plantes sont relativement protégées contre la déshydratation. Donc les structures qui permettent des échanges avec l'extérieur sont les stomates, et donc ces stomates doivent être protégés grâce à cette cuticule, je répète, qui est épaisse, grâce à des poils et grâce à des cryptes qui vont protéger donc ces stomates. Au niveau du réseau racinaire, très étendu, ce réseau très étendu va favoriser l'absorption de l'eau dans le sol, puisque plus il y a de poils absorbants, et plus les chances de capter de l'eau, entre guillemets, est importante. Les plantes ont une capacité de vie ralentie. Alors pas comme chez nous, même si la nuit on dort, on a un métabolisme minimal en fait. Les plantes aussi, vous allez me dire, lorsqu'elles entrent en vie ralentie, mais c'est pas comme nous en fait, c'est pas le même principe. Elles ont une capacité, ces plantes, à entrer en vie ralentie, ce qui permet aux plantes de survivre lorsqu'il fait très très froid. Alors vous allez me dire, elles auraient pu développer au cours de l'évolution des structures qui leur permettent de continuer à pousser, à avoir une structure et une fonction, autrement dit un métabolisme en quelque sorte, même s'il fait froid. Eh bien non, elles entrent en vie ralentie. Alors cette vie ralentie, soit c'est sous forme de graines, soit c'est sous forme d'organes de réserve, dont la pomme de terre est un exemple, pour les organes de réserve souterrains, ou encore en protégeant leurs bourgeons par des écailles qui sont relativement épaisses. Les bourgeons sont des structures au niveau desquelles il y a des méristèmes, et les méristèmes sont des zones de division cellulaire. Et n'oublions pas que certaines de ces cellules qui se divisent ne vont plus se diviser, mais vont augmenter leur grandeur, ce qui va permettre aux bourgeons et ou aux racines de pousser, donc de s'enfoncer en tout cas au niveau du sol. Donc ça veut dire que les zones d'allongement ne sont pas les méristèmes. C'est une parenthèse. Donc voilà pourquoi les plantes font face aux contraintes de l'environnement, parce qu'il y a des structures protectrices. Ensuite, troisième point important, il y a de la matière qui circule dans la plante. Alors on avait parlé de sève brute et de sève élaborée. La sève élaborée, c'est une sève qui contient des produits issus de la photosynthèse, tandis que la sève brute contient de l'eau et des sels minéraux qui sont absorbés au niveau des pôles absorbants des racines et ou au niveau des mycorhizes. Donc il y a deux sortes de vaisseaux, les vaisseaux qui vont contenir la sève brute et les vaisseaux qui vont contenir la sève élaborée. Il y a des vaisseaux du xylème qui transportent, alors vous avez le choix, sève brute ou sève élaborée. Xylème transporte la sève brute.
c'est-à-dire les ions et les sels minéraux. Les ions minéraux, on va dire. Donc, la sève brute, elle provient des racines, elle parvient jusqu'aux feuilles où va se dérouler la photosynthèse. Et la plante, pour faire la photosynthèse, a besoin d'ions et de sels minéraux, globalement. Les vaisseaux du phloème, eux, vont transporter de ce fait-là, enfin, pas de ce fait-là, mais si on raisonne, est-ce que c'est de la sève brute ou de la sève élaborée qui est transportée dans le phloème? Alors, si on a dit que le xylème transporte la sève brute, il y a de grandes chances que le phloème transporte la sève élaborée. Bon, c'est effectivement le cas. Donc, cette sève élaborée, elle contient évidemment les sucres, les acides aminés, etc., qui proviennent de la photosynthèse. Donc, ce sont bien des produits de la photosynthèse qui circulent dans la sève élaborée. Alors, depuis les cellules chlorophylliennes, donc qui contiennent des chloroplastes, de la chlorophylle et tout un mécanisme compliqué qui fait que ces cellules chlorophylliennes donc, fabriquent de la matière organique, rejettent du dioxygène. Et cette sève élaborée va évidemment aller vers tous les organes de la plante afin que tous les organes de la plante qui contiennent des cellules puissent faire en sorte que ces cellules vivent. Donc il y a des organes de stockage également qui peuvent stocker, entre parenthèses, la matière organique qui est en excédent. Donc voilà, concernant la circulation de matière au sein de la plante, retenir qu'il y a deux grands types de vaisseaux, le xylème et le phloème. Ensuite, cette plante, eh bien, une fois que tout est en place, une fois qu'elle assure la fabrication de sève élaborée et de sève brute, eh bien, la plante va pouvoir se développer de manière optimale, de manière correcte, selon les conditions atmosphériques, conditions de l'environnement. Donc une plante va se développer et ce développement de la plante va associer la croissance et la différenciation des organes. N'oublions pas que dans une plante, il y a plusieurs organes. Les racines, la tige, les feuilles, les bourgeons, les fleurs. La croissance en longueur, elle est assurée par des mitoses qui vont se dérouler au niveau des méristèmes caulinaires et racinaires. D'autres méristèmes vont exister et vont permettre la croissance en épaisseur des organes ou la ramification des racines. Le fonctionnement des méristèmes caulinaires va produire une organisation modulaire des tiges feuillées. Chaque module est appelé phytomère. Phytomère, donc P-H-Y, phytomère. Donc chaque module, que l'on appelle le phytomère, est constitué d'un entre-nœud et d'un nœud, où s'insèrent les feuilles et les bourgeons axillaires. Donc ça, c'est pour le développement global d'une plante. De ce fait-là, on peut avoir, il y a en fait très souvent une organisation, on va parler d'organogénèse qui est sous influence de certaines hormones et de la lumière également. L'auxine, par exemple, mais il n'y a pas que l'auxine, il existe d'autres hormones végétales, vont contrôler ce que l'on appelle l'organogenèse de la plante, c'est-à-dire que leur concentration et leurs interactions vont déterminer l'allongement et la ramification des tiges, la formation des racines secondaires également. D'autre part, l'organogénèse peut être influencée par de nombreux facteurs environnementaux, alors qui dépendent évidemment des écosystèmes, donc du biotope, alors un peu moins de la biocénose, mais quoique la biocénose intervient également, notamment lorsqu'il y a une prédation par des animaux phytophages, donc ils vont manger les feuilles. Donc je disais que l'organogénèse peut être influencée par des facteurs environnementaux qui sont relativement importants, dont l'intensité et l'hétérogénéité de l'éclairement. On parle là de phototropisme.
La gravité également, on parle là de gravitropisme, et puis ensuite bien d'autres facteurs, dont le vent, la température, etc., etc. Donc là, on a bien vu que concernant l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, eh bien, les plantes vont développer de grandes surfaces d'échange. Ces plantes doivent s'adapter à l'environnement et faire face notamment aux contraintes de l'environnement pour s'adapter. Nous savons que dans les plantes, il y a une circulation de matière sous forme de matière brute ou de matière élaborée. Alors xylème ou phloème pour la matière, pour la sève brute, pour la sève élaborée, et xylème pour la sève brute. Nous savons que cette circulation de matière est possible grâce à l'organisation spéciale de ces vaisseaux, en fait, qui vont conduire cette sève brute ou cette sève élaborée. Donc tout ceci va permettre le développement de la plante à condition qu'il y ait des zones de croissance que l'on appelle des méristèmes, qui vont permettre d'assurer non seulement la croissance, mais également la différenciation des organes. Nous savons qu'il y a une organogénèse qui est sous influence, par exemple hormonale, et sous influence de certains facteurs de l'environnement. Donc, organisation de la plante à fleurs, ou des plantes à fleurs. Nous savons que la lumière n'est présente au-dessus du sol que pendant les jours d'éclairement. C'est un peu logique. L'eau, les liquides, les nutriments minéraux sont présents dans le sol. Alors, à part le dioxyde de carbone qui est présent, lui, dans l'atmosphère, mais qui est présent et qui peut être présent également dissous dans l'eau. Évidemment, on peut trouver du CO2 dans l'eau également. Nous savons que selon les régions, eh bien, la température et l'hygrométrie, l'humidité, etc., vont varier d'une région à une autre, et il existe ce que l'on appelle des innovations évolutives qui ont permis à certains végétaux de s'adapter aux contraintes de l'environnement. Et toutes les plantes, en fait, ont une vie fixée sur le sol et dépendent des conditions atmosphériques et dépendent des conditions présentes dans le sol et dans le sous-sol. Ces plantes ont développé au cours de l'évolution donc des surfaces d'échange qui permettent des échanges justement avec l'extérieur. Donc on avait parlé des racines qui sont des organes qui vont permettre, grâce aux poils absorbants et grâce aux mycorhizes, eh bien, d'absorber de l'eau et des ions minéraux. Donc il y a un réseau de racines qui est très important et les racines forment des zones, enfin à l'extrémité des racines, en tout cas racines secondaires au niveau des poils absorbants. Donc il y a une très grande surface de contact avec l'eau du sol. Il y a une très grande surface avec l'environnement en fait, qui va faire que cette grande surface et ce petit diamètre représenté par les poils absorbants vont faire que il va y avoir une grande quantité d'eau et de sels minéraux qui vont pouvoir être prélevés au niveau de la racine. Donc ça veut dire que au niveau de leurs extrémités, les racines sont quelquefois recouvertes de très nombreux poils absorbants qui sont très fins et très allongés et qui vont multiplier de manière très importante la capacité de la plante à absorber ces ions et ces sels minéraux. Donc c'est ce que l'on appelle la sève élaborée, la sève brute, pardon. Chaque fois je me trompe bêtement. Alors, les racines, très souvent, ou quelquefois, ça dépend des régions, peuvent s'associer avec un champignon pour faire en sorte qu'il y ait une symbiose. Donc il y a une symbiose, c'est une association bénéfique à la fois pour les plantes et à la fois pour le champignon. Donc c'est une sorte de feutrage en surface ou alors ce feutrage peut pénétrer à l'intérieur même de la racine jusque dans ses cellules pour vivre en association avec ces cellules et faire en sorte qu'il y ait des échanges fructueux, en tout cas pour l'un et l'autre des partenaires. Alors, pourquoi est-ce que cette association est une symbiose ? Eh bien parce que
le champignon qui va se nourrir de matière organique fabriquée par les plantes, et celle-ci va bénéficier, grâce aux filaments mycéliens du champignon, d'un volume d'exploitation de l'eau du sol très supérieur à ce qu'il serait s'il n'y avait pas de mycorhize. Donc voilà pour les racines, qui sont des organes qui sont relativement adaptés pour absorber de l'eau et des ions minéraux qui font partie du sol, soit grâce uniquement au poil absorbant, soit en association avec des filaments mycéliens pour former des associations mycorhiziennes. Alors, attention, parce que les filaments mycéliens ne rentrent pas dans les poils absorbants, mais ils peuvent former un feutrage au niveau des racines ou pénétrer à l'intérieur des racines et pénétrer même dans les cellules. Mais bien séparer la fonction des poils absorbants de celle des mycorhizes. Alors, sauf absence de connaissance de ma part, je n'ai pas entendu parler, ou à moins que j'ai mal fait mon éducation pédagogique, je n'ai pas entendu parler d'association entre filaments mycorhiziens, enfin filaments mycéliens, donc des champignons, le mycélium en fait, et puis les poils absorbants. Alors, si vous avez un article, il faudra m'en parler évidemment. Peut-être que j'ai une lacune dans ce sens, peut-être. Donc voilà pour les racines. Les feuilles maintenant. Eh bien, ça sert à quoi une feuille ? Ça sert à ce qu'il y ait des cellules chlorophylliennes qui fassent la photosynthèse. Bon. Les feuilles sont des organes également qui sont adaptés à la fonction de photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est quoi ? Eh bien, c'est la fabrication de matière organique et le rejet de dioxygène. À quoi sert le dioxygène ? À faire la respiration cellulaire par oxydation du glucose. Et comme le glucose est fabriqué par photosynthèse, alors pas que le glucose, ça tombe bien justement parce que les plantes fabriquent à la fois leur matière organique, grâce au CO2 de l'atmosphère, qui va pénétrer dans la plante, et fabriquent en même temps le dioxygène qui va permettre la respiration cellulaire. Autrement dit, les plantes s'autosuffisent. Elles sont autotrophes. Et nous, les pauvres humains ou les autres animaux, nous sommes des hétérotrophes. Ça veut dire qu'on ne peut pas fabriquer notre propre matière organique comme le fait la photosynthèse. Bien sûr qu'on fabrique notre matière organique d'une certaine façon, ne serait-ce que pendant, par exemple, la traduction au niveau des ARN messagers pour fabriquer des protéines. C'est quoi une protéine ? C'est bien de la matière organique. Donc on fabrique notre matière organique, mais pas comme le fait la photosynthèse. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre du dioxyde de carbone et puis sous l'action de divers mécanismes de fabriquer de la matière organique. Non, il nous faut assurer notre survie grâce aux plantes. Alors les feuilles sont fines, elles sont plates et ont une structure spécialisée dont nous avons vu la coupe précédemment. Dans un arbre, si vous voulez vous amuser à compter les feuilles, vous allez voir que c'est impossible, il y en a beaucoup. Alors sauf si c'est une jeune plante évidemment. Bon. Donc les feuilles, elles vont offrir une très très grande surface d'exposition aux rayons solaires. Pourquoi ? Parce qu'il y en a tellement de feuilles que toutes assemblées les unes aux autres, on aurait un immense tapis. Bon. Et là, donc, il y a un fractionnement de cet immense tapis sous forme de structure que l'on appelle les feuilles. Donc, il y a une très grande surface d'exposition et chaque feuille s'arrange pour avoir accès au soleil. Si vous regardez au niveau de la structure d'un feuillage, eh bien, vous allez vous apercevoir que les feuilles ne sont pas empilées les unes sous les autres, mais sont décalées les unes par rapport aux autres de manière à ce que la lumière puisse entrer de manière optimale sur chacune des feuilles. Donc toutes les feuilles reçoivent des rayons solaires et toutes les cellules doivent recevoir, les cellules de ces feuilles, doivent recevoir donc ces rayons solaires et c'est ce qui se passe au niveau du parenchyme chlorophylien.
Ces feuilles sont limitées par 2 épidermes qui sont recouverts d'une cuticule imperméable au gaz, ce qui protège la plante contre la déshydratation. Donc on avait parlé de chaque côté de structure qui protégeait, donc d'un épiderme extérieur et d'un épiderme intérieur. Voilà. Il y a des petits orifices que l'on appelle des stomates, et au niveau de ces stomates, il y a des échanges de matière, échanges de gaz, en fait, échanges gazeux. Donc, entrée de CO2 dans la feuille, par exemple, sortie de dioxygène et d'eau. Lorsque ce gaz a franchi l'épiderme inférieur, en fait, donc la partie inférieure qui contient les stomates, donc ce gaz, par exemple, donc le CO2 peut atteindre toutes les cellules chlorophylliennes grâce à des espèces de lacunes, donc on parle de parenchyme lacuneux, qui va séparer les cellules et inversement de la vapeur d'eau va pouvoir s'échapper à travers les stomates. C'est ce que l'on appelle la transpiration. Donc transpiration qui est possible. Si vous regardez au sommet des arbres, souvent il y a une évaporation d'eau, on voit une petite brume. Eh bien, c'est de l'eau qui s'échappe des feuilles. Au-dessus, par exemple, d'une canopée, au-dessus d'une forêt, on voit bien, lorsque vous regardez les émissions, les documentaires, on voit bien souvent cette espèce de nuage qui est de l'eau, en fait, c'est de la vapeur d'eau. Bon. Donc il y a une transpiration qui est nécessaire car elle permet de faire monter la sève depuis les racines jusqu'aux cellules. Alors bien sûr, lorsqu'un petit peu d'eau s'en va, ça crée une espèce d'aspiration et de fil en aiguille, cette aspiration se fait et parvient aux racines et à ce moment-là, le poil absorbant va absorber la quantité d'eau qui s'en va, enfin la même quantité d'eau qui s'en va. Alors évidemment, il faut raisonner au niveau de tous les poils absorbants et de toutes les feuilles pour comprendre que cette sève brute, en fait, est due en partie à cette transpiration foliaire, entre guillemets. Foliaire, ça veut dire des feuilles. Alors, évidemment, cette transpiration va tendre à dessécher la feuille, mais l'ouverture des stomates varie selon la quantité d'eau disponible dans le sol, l'humidité et la température de l'air. Donc on peut avoir une autre régulation grâce à ces stomates également. Alors, donc ces plantes, on a vu qu'elles se développent grâce à de grandes surfaces d'échange qui sont au niveau des racines et au niveau des feuilles, mais la plante également va devoir développer des structures qui vont permettre de s'adapter, de lutter contre les contraintes de l'environnement. Au cours de l'évolution, donc les plantes ont développé différentes adaptations aux conditions de l'environnement et quelquefois ces conditions sont extrêmes. Lorsqu'il fait très très froid par exemple ou très très chaud, eh bien, les structures mises en place au cours de l'évolution donc par ces plantes ne sont pas les mêmes. Une plante que l'on trouve dans le désert, si on la plante entre guillemets dans le cercle polaire, elle ne vivra pas et vice versa. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des adaptations aux conditions de l'environnement et adaptations jusqu'aux conditions extrêmes, mais adaptation également aux variations qui se font dans une journée ou selon une saison. Donc évidemment, les contraintes de l'environnement imposent des adaptations qui vont de l'extrême à quelque chose qui peut être sur le court terme, donc sur une journée ou sur une saison. Alors, s'il n'y a pas assez d'eau, que se passe-t-il ? Eh bien, les feuilles, la structure des feuilles, donc dans des milieux qui sont très secs, vont être réduites et quelquefois, il n'y a pas de feuilles. Donc, s'il n'y a pas d'eau, quelquefois, il n'y a pas de feuilles. Ces feuilles sont très réduites. Et quand ces feuilles existent, elles sont recouvertes de poils ou d'une cuticule épaisse. Cuticule épaisse. Et les stomates de ce fait-là sont protégés au fond de ce que l'on appelle des cryptes.
Ce sont des espèces de renfoncements, donc sous forme circulaire en fait, qui se mettent à l'intérieur de l'épiderme inférieur. Autrement dit, si par exemple vous avez stomates, eh bien on les retrouve à l'intérieur d'une structure qui est en cercle, et on retrouve ces stomates à l'intérieur même de ces structures. C'est ce que l'on appelle des cryptes. Donc ces cryptes sont des structures qui contiennent des stomates dans les conditions de vie où il y a beaucoup de sécheresse. Alors, ces cryptes peuvent avoir la capacité de s'enrouler sur elles-mêmes, ce qui va réduire encore la transpiration. Donc l'eau va être conservée à l'intérieur et de ce fait-là, il va y avoir une adaptation au manque d'eau. Si la sécheresse est trop importante, eh bien, il peut y avoir une chute d'une partie ou de la totalité des feuilles. Alors évidemment, ces caractéristiques et ces comportements vont limiter la photosynthèse, mais protéger la plante contre une déshydratation qui, si elle était excessive, évidemment, serait fatale pour la plante. Quant aux racines, donc, lorsque les milieux sont très secs, ils sont également adaptés à cette contrainte. Ils sont souvent, alors on dit tendus, voire très tendus, ces systèmes racinaires. Ils explorent profondément le sol. Ça veut dire qu'il y a une adaptation telle que on a l'impression que les racines vont aller chercher l'eau. Donc, ce qui va optimiser l'approvisionnement en eau de la plante. Donc, c'est pour ça que dans les périodes sèches, par exemple en Normandie, imaginons on a des étés très secs et vous avez une pelouse, c'est pas forcément bon de trop l'arroser. Parce qu'il faut aussi que la plante puisse s'adapter par elle-même et faire en sorte que les racines s'enfoncent pour aller chercher l'eau, ce qui vigorise et fortifie en fait la structure des plantes de votre pelouse. Alors bien sûr, au-delà d'un certain seuil, il faut arroser. Donc là, on a dit que ces plantes font face aux contraintes de l'environnement, par exemple dans des périodes de sécheresse où il manque de l'eau, mais il y a également dans les périodes où il fait très froid et dans les périodes, dans les endroits où les plantes doivent s'adapter au froid, il y a des structures spéciales également ou des conditions spéciales qui font que les plantes s'adaptent à ce froid. Lorsque la plante contient des liquides qui peuvent geler, eh bien, ça pourrait faire en sorte que certains organes vont geler et leur vie, donc des dommages peuvent être causés à cette plante. Si par exemple vous mettez si dans la sève brute il y a de l'eau, si l'eau gèle, peut-être que ça pourrait abîmer les vaisseaux dans lesquels circule cette eau et peut-être que ça pourrait abîmer les organes qui sont autour. Bon. Donc ça dépend en fait. Mais bon, il y a pour cela des adaptations qui peuvent éviter que certains liquides qui ont la capacité de geler, eh bien, font en sorte que on va détourner le problème au profit de la plante. Alors pour cela, il y a ce que l'on appelle des plantes annuelles qui vont franchir la mauvaise saison sous forme de graines. Alors évidemment, vous allez me dire, la plante ne s'est pas adaptée au froid, elle s'est détruite, mais avant d'être détruite, elle a fabriqué des graines. Alors c'est une façon subtile de se conserver, mais la plante en elle-même a disparu. Donc, ces graines contiennent très peu d'eau, mais il y a des réserves de matière organique et un embryon à l'intérieur de la graine, évidemment, qui est à l'état de vie ralentie. C'est une petite plantule, donc c'est un petit embryon. Voilà. Donc ça veut dire, alors, il y a très peu d'eau dans les graines, bien c'est avantageux parce que s'il y avait trop d'eau, elle pourrait geler l'eau et donc abîmer la graine, et donc abîmer l'embryon et donc mettre en péril cette graine qui devra germer un peu plus tard lorsque les conditions de froid seront moins importantes. Donc voilà pour les plantes annuelles qui meurent de toute façon mais qui fabriquent avant de mourir des graines. Et donc le printemps d'après, elles peuvent
elles peuvent germer et donner une nouvelle plante qui va à nouveau s'adapter au froid en reformant des graines lorsque la mauvaise saison va arriver, mais pousser évidemment lorsque le printemps et l'été sont là. Et donner des fleurs. Et au niveau de ces fleurs, des graines vont pouvoir se former. Donc en parallèle à ces plantes annuelles, il y a ce que l'on appelle des plantes pérennes qui vont entrer en état de vie ralenti et protéger leurs bourgeons, qui sont des organes indispensables à la reprise de leur développement. Donc il y a une protection de ces bourgeons par des écailles qui seront relativement épaisses, et ces arbres par exemple, donc concernant les arbres, eh bien les arbres vont perdre leurs feuilles. Donc ce sont des arbres à feuilles caduques, donc ils perdent leurs feuilles à l'automne, dans nos saisons, dans nos régions tempérées en tout cas. Alors, concernant les plantes herbacées, eh bien, elles ne subsistent durant l'hiver que grâce à des organes souterrains. Donc le reste meurt, mais les bulbes, les rhizomes, les tubercules vont être conservés au cours de la période froide. Donc vous voyez que pour résister à ce froid, eh bien, il y a des plantes annuelles, des plantes pérennes, qui développent donc des structures plus ou moins particulières. Les graines concernant les plantes annuelles, qui permettent de s'adapter au froid, mais la plante ne s'adapte pas au froid, elle meurt, mais indirectement elle fabrique donc des graines qui vont lui permettre de revivre au printemps d'après, alors pas elle, mais une autre, parce qu'une graine donne une autre plante. Et puis les plantes pérennes qui vont développer, qui vont protéger leurs bourgeons grâce à des écailles épaisses, en attendant le retour du beau temps, donc ces bourgeons vont pouvoir éclore, c'est-à-dire grandir. Bon, je ne reviens pas à l'explication des méristèmes. Les arbres, eux, en hiver, ils perdent leurs feuilles, et puis les plantes herbacées vont survivre grâce à des bulbes, des rhizomes et des tubercules. Donc voilà pour lorsque l'on parle de contraintes de l'environnement, les plantes font face à ces contraintes, donc soit il manque d'eau, il y a des structures spéciales qui sont fabriquées, soit il y a des adaptations au froid, comme nous venons d'en parler. Dans la plante, il y a une circulation de matière, donc circulation de matière dont nous avons parlé et dont nous allons redire quelques mots. Il y a une fonction, et on parle de spécialisation fonctionnelle des organes, alimentation en eau et en ions, photosynthèse, stockage et réserve. C'est bien là une fonction ou des fonctions relatives à différents organes. Et la spécialisation fonctionnelle des organes rend indispensable les échanges de matière entre les organes souterrains et également les organes aériens. Alors ces échanges vont s'effectuer grâce à un réseau de vaisseaux qui vont être conducteurs de sève, à la fois la sève brute et à la fois la sève élaborée. La sève brute, on part du bas et on va vers le haut, autrement dit on part des racines et on va vers toute la plante. Sève élaborée, on part du haut et on va vers le bas. En fait, on part de chaque endroit où il y a des feuilles, et chaque endroit où il y a des feuilles mène à un endroit où la sève élaborée se concentre. Il y a d'une part ce que l'on appelle la circulation de sève brute dans des vaisseaux, dans des structures conductrices que l'on appelle le xylème. C'est quoi le xylème ? Eh bien, c'est une file de cellules qui sont mortes, qui sont allongées et dont il ne subsiste que la paroi latérale qui est renforcée par des dépôts d'une molécule spéciale que l'on appelle la lignine. Lignine, L-I-G-N-I-N-E. Il y a donc des vaisseaux de xylème qui vont transporter cette sève brute, c'est-à-dire ces ions et ces sels minéraux, on peut également dire ces ions minéraux, et qui proviennent, on l'a déjà dit, donc des poils absorbants et ou des mycorhizes. Donc depuis les extrémités des racines jusqu'aux organes aériens. Alors, les feuilles, quant à elles, donc dans les feuilles, il y a, et dans les tiges, il y a des vaisseaux du xylème qui vont se ramifier abondamment, qui vont former un réseau de nervures. Lorsque vous regardez une feuille par transparence, ou en la mettant entre vous et puis une partie éclairée,
vous voyez qu'il y a des espèces de vaisseaux, des ramifications. C'est un réseau de nervures, et dans ces nervures, il y a de la sève brute. Donc ils apportent donc de l'eau et des ions minéraux aux cellules chlorophylliennes qui en ont besoin pour la photosynthèse. Donc voilà pour le xylème, qui correspond à une circulation de sève brute. Il y a également ce que l'on appelle le phloème, qui va permettre la circulation de sève élaborée. Alors le phloème, c'est quoi? Eh bien, ce sont des fils de cellules vivantes qui sont allongés aux parois de cellulose. Donc ils contiennent de la cellulose au niveau des parois. Et ces vaisseaux du xylème sont appelés aussi des tubes criblés, qui vont transporter donc cette sève élaborée constituée par des acides aminés, des sucres, de l'eau, etc. Donc il y a des structures, des molécules organiques qui sont transportées dans cette sève élaborée. Et ceci depuis les cellules chlorophylliennes, donc qui font la photosynthèse, vers tous les organes de la plante, et en particulier vers ceux ne réalisant pas la photosynthèse, c'est-à-dire les racines, les bourgeons, les organes de stockage, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a donc circulation de matière au sein de la plante grâce à ce xylème qui permet la circulation de sève brute et grâce au phloème qui permet la circulation de sève élaborée. Alors, vous allez me dire, mais comment se développe la plante? Eh bien, il y a des zones spécialisées dans la croissance de la plante. Si nous partons du bourgeon, par exemple, il y a toujours une ébauche de tige feuillée à l'extrémité de laquelle se trouve ce que l'on appelle un méristème caulinaire. Alors, nous avons déjà parlé des méristèmes. Ce sont des zones de division cellulaire, donc sous forme de mitose. Enfin, ce sont des mitoses en fait qui sont très actives. Mais les cellules qui résultent de cette division cellulaire n'ont pas toutes pour sort de continuer à se diviser. Certaines, sous l'action de différents facteurs, vont s'allonger, certaines de cellules vont s'allonger et vont faire en sorte que l'organe contenant ces méristèmes va s'allonger. Donc le bourgeon, par exemple, va s'allonger. Donc il y a ce que l'on appelle le méristème caulinaire qui est situé à l'extrémité de chaque bourgeon. Donc c'est un massif de cellules embryonnaires qui sont petites et elles sont cubiques, elles sont indifférenciées, mais capables de se diviser indéfiniment. Il n'y a pas de limite dans la division de ce méristème caulinaire au niveau de ces cellules. La multiplication de ces cellules se fait par mitose. Elle est très organisée dans l'espace et dans le temps, et elle va engendrer les ébauches de la tige, des feuilles et des futurs bourgeons. La partie sommitale, l'extrémité en fait, donc l'apex d'une racine, comporte également un méristème et on l'appelle à ce moment-là le méristème racinaire. Donc bien comprendre que dans ces zones spécialisées dans la croissance de la plante, il y a deux types de méristèmes, les méristèmes caulinaires et les méristèmes racinaires. Méristème caulinaire, méristème racinaire. Les cellules produites par le fonctionnement des méristèmes racinaires et caulinaires sont disposées en fils parallèles et peuvent subir une élongation. Donc, certaines de ces cellules, comme je vous disais, peuvent subir une élongation et dans ces conditions-là, les cellules n'ont plus la capacité de se diviser par mitose, mais elles vont se spécialiser, se différencier pour s'allonger et faire en sorte que la plante va s'allonger également. Cette croissance, elle est orientée et elle permet donc l'allongement des racines, mais également des segments de tiges, ainsi que l'agrandissement des feuilles. Donc vous voyez que ces zones spécialisées vont jouer au niveau du développement de la plante sous plusieurs axes différents. Des méristèmes existent aussi au sein d'organes qui sont déjà développés. Bon, c'est une sécurité, et c'est le cas du cambium, par exemple, à l'origine de vaisseaux du bois qui provoquent une croissance du diamètre des tiges et des racines. Parce que si on parle de méristème, si on voit qu'il y a des divisions cellulaires puis une spécialisation pour allonger les cellules, il faut penser aussi que les plantes s'élargissent en diamètre également, grandissent en diamètre.
Concernant donc ce développement d'une plante, il y a aussi la mise en place des organes de la plante. Le développement d'une plante résulte du fonctionnement de ses méristèmes et conduit à une organisation à la fois universelle et déclinée de façon diverse selon les espèces. Alors évidemment, toutes les plantes n'ont pas la même façon de fonctionner, mais globalement, c'est la même chose. Bon. Si on part de tiges feuillées, elles sont construites et se mettent en place de façon, alors on va dire, modulaire. C'est chaque module, on va l'appeler un phytomère. C'est quoi un phytomère? Eh bien, un phytomère, P-H-Y-T-O-M-E, accent grave R-E, c'est un fragment, un segment, on va dire, de tige qui va qui va contenir en fait un nœud. Donc il va contenir un nœud. Donc un nœud c'est quoi? Eh bien c'est une zone qui n'a pas de bourgeon et de feuilles. Donc ni bourgeon ni feuilles. Et il va y avoir un nœud, une zone comportant une ou plusieurs feuilles et un ou des bourgeons axillaires qui vont être situés à l'aisselle de chaque feuille. Alors, tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai dit donc, que le phytomère, c'est un segment de tige qui comprend un nœud. J'ai oublié le mot entre-nœud. Donc, il y a un entre-nœud qui est la zone dépourvue de bourgeons et de feuilles. Entre-nœud, entre deux nœuds, en fait. Et un nœud, le phytomère est constitué donc de l'entre-nœud et du nœud. Et ce nœud contient une zone qui va contenir une ou plusieurs feuilles et un ou des bourgeons axillaires qui vont être situés à l'aisselle de chaque feuille. Je me suis trompé dans ce que j'avais dit. Enfin, c'est pas que je me suis trompé, c'est que j'ai juste oublié le entre dans le entre-nœud. Donc un phytomère, c'est l'entre-nœud et le nœud. Voilà. Alors, le développement donc des ébauches de phytomères contenues dans un bourgeon consiste en une élongation des entre-nœuds. Les entre-nœuds s'allongent. Il y a également une augmentation de la taille des feuilles et une différenciation des tissus au sein de ces organes, et notamment formation de vaisseaux conducteurs de sève, parce qu'évidemment, avant qu'il y ait les vaisseaux, il n'y en avait pas. Il faut bien qu'ils soient fabriqués. Donc c'est possible au niveau de ces phytomères. Donc, je vous ai dit, alors je répète que le développement des ébauches de phytomères contenues dans un bourgeon vont consister en une élongation des entre-nœuds, et non pas des nœuds, une augmentation de la taille des feuilles, suivie d'une différenciation des tissus au sein de ces organes. Et notamment, et c'est indispensable, formation des vaisseaux conducteurs de sève. Alors, il y a deux types de sève, sève élaborée et sève brute, donc dans les sève élaborée dans le phloème et sève brute dans le xylème. Mais également fabrication en parallèle à la fabrication des vaisseaux conducteurs de sève, donc fabrication des parenchymes chlorophylliens. Alors on avait parlé de parenchymes palissadiques, parenchymes lacuneux, etc. Alors, lorsque l'on se situe à quelques centimètres au-dessus de l'apex d'une racine, des racines secondaires vont se former. Le massif de cellules méristématiques qui donne naissance à la nouvelle racine provient de la dédifférenciation de certaines cellules proches des vaisseaux conducteurs de sève. Ces cellules retournent à l'état embryonnaire et vont se diviser activement, ce qui va constituer le méristème apical de la nouvelle racine. Vous voyez que l'évolution a bien fait les choses. Selon les espèces, on distingue des alors pas des j'allais dire sous-systèmes, bon, c'est en quelque sorte des sous-systèmes, mais on distingue des systèmes racinaires pivotants, qui sont des spécialisations un peu spéciales. Ça veut dire qu'il y a une racine principale qui est peu ramifiée, mais qui va s'enfoncer. Mais également, on peut avoir des systèmes racinaires fasciculés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine principale, mais il y a de nombreuses racines de taille équivalente. Donc voilà, concernant le développement d'une plante, vous voyez qu'il y a des zones spécialisées
dans la croissance, on avait parlé de méristème, et il y a également ce que l'on appelle, donc au niveau de la mise en place des organes, donc des phytomères qui permettent l'organisation de certaines structures importantes pour la plante. Mais cette cette fabrication d'organes de la plante, elle est sous influence. On parle d'organogénèse sous influence. Alors le développement des plantes, il est contrôlé, limité, selon évidemment l'absorption de sève brute et la fabrication de sève élaborée, mais pas que cela. Il y a également un développement qui est contrôlé par des hormones. Tout à l'heure on avait parlé d'auxine, mais il n'y a pas que l'auxine. Mais l'auxine, c'est la première hormone végétale qui a été découverte. Elle est sécrétée par des bourgeons apicaux et les jeunes feuilles et migre vers le bas jusqu'aux racines. Merci les bourgeons apicaux et merci les jeunes feuilles, merci au nom de la plante. Donc ça veut dire que les racines vont recevoir également de l'auxine. Bon. Donc ces hormones végétales cette hormone en tout cas va provoquer une élongation des cellules. Donc tout à l'heure je vous ai dit, il y a au niveau des méristèmes division cellulaire très active par mitose, et certaines de ces cellules vont subir une élongation. Eh bien, cette élongation des cellules, elle est favorisée grâce à l'auxine. Et donc cette auxine va favoriser la formation de racines secondaires également. Elle va inhiber, au contraire, le développement des bourgeons axillaires. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si vous avez un bourgeon sommital, au sommet de la plante, il y a de l'auxine qui est créée, qui va migrer vers le bas, qui va aller jusqu'aux racines pour permettre la formation d'autres racines. Mais également, cette auxine va empêcher les bourgeons axillaires, donc qui sont situés en dessous d'elle, en fait, de se développer. Donc de ce fait-là, si vous voulez développer les bourgeons axillaires, eh bien vous pincez le bourgeon sommital et vous n'allez plus avoir d'auxine. Mais à ce moment-là, ces bourgeons axillaires vont se mettre à fabriquer de l'auxine et à se développer eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut enrichir le nombre de branches, entre guillemets, d'une plante ou de tiges plus ou moins feuillées d'une plante. Donc cette auxine va inhiber donc les bourgeons axillaires. Ces effets vont dépendre de sa concentration, mais également de la présence et de l'abondance d'autres hormones. Il n'y a pas que l'auxine, il y a également ce qu'on appelle les cytokinines, qui sont des hormones qui sont produites par les racines. Donc, vous voyez que l'auxine est produite par les bourgeons apicaux et les jeunes feuilles, et les cytokinines sont produites par des racines. Et donc ces cytokinines vont migrer vers les parties aériennes de la plante, et contrairement à l'auxine, elles stimulent le développement des bourgeons axillaires. Intéressant. Alors, en parallèle aux hormones, eh bien, il y a également un développement de la plante qui est influencé par différentes conditions du milieu. Alors, si la plante est soumise à un éclairement latéral, ça veut dire sur le côté, eh bien les tiges vont se courber en direction de la source lumineuse. Bizarre, non? Ce phototropisme résulte de la migration latérale de l'auxine vers les cellules les moins éclairées. Donc l'élongation sera de ce fait plus forte. Donc je répète, c'est intéressant. Lorsque l'éclairement est latéral, les tiges vont se courber vers la source d'éclairement. Vous comprenez? Donc ça veut dire courbure. Donc à l'intérieur de la courbure, les cellules sont plus petites que à l'extérieur, puisqu'il y a une courbure. Donc ça veut dire qu'il y a des cellules, si on raisonne par rapport à un diamètre,
qui vont moins s'allonger que d'autres. Pourquoi? Eh bien parce que ce que l'on appelle le phototropisme, c'est-à-dire la courbure, en quelque sorte, de l'organe selon la source de lumière. Eh bien, ce phototropisme, il résulte de la migration latérale de l'auxine vers les cellules les moins éclairées. Ça veut dire que, à l'opposé de la source de lumière, l'auxine va arriver et va faire en sorte que les cellules vont s'allonger plus. Astucieux. Donc, là où il y a des zones moins éclairées, eh bien, l'élongation va être plus importante. Alors, il existe d'autres facteurs de l'environnement qui vont intervenir. Là, on avait parlé de la source lumineuse, donc du phototropisme, la courbure, donc l'attraction en quelque sorte de la plante vers la source de lumière, avec élongation des cellules qui sont situées à l'extérieur. Bon. Donc il existe d'autres facteurs de l'environnement qui vont intervenir dans le développement de cette plante, évidemment. Il y a ce que l'on appelle la gravité. Alors vous avez remarqué que les racines vont vers le bas et la tige va vers le haut. Alors, la gravité, elle est perçue par des organites au sein des cellules végétales, ce qui va modifier la répartition des hormones et orienter verticalement la croissance des tiges et des racines. Et à ce moment-là, on appelle cela le gravitropisme. Gravité, tropisme, le fait d'aller vers quelque chose, gravitropisme. Le froid, également, va ralentir la croissance des entrenœuds et vont nanifier les plantes. Donc si les plantes ont trop froid, elles deviennent plus petites. Le vent également, qui souffle toujours dans la même direction, va modifier la silhouette des arbres et va ralentir leur développement également. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire concernant donc cette organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Nous avons vu qu'il y a de grandes surfaces d'échange qui se développent, qui se mettent en place au niveau des feuilles. Nous avons vu que les plantes vont faire face aux contraintes de l'environnement. Nous avons vu également qu'il y a une circulation de matière au sein de la plante. Nous avons vu qu'il y a un développement de la plante et une organisation une organogenèse qui est sous influence. Concernant cette organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, et pour résumer, nous avons vu qu'au niveau des plantes se développent de grandes surfaces d'échange, notamment au niveau des racines, qu'il y a des zones qui sont adaptées à l'absorption de l'eau et des sels minéraux, donc au niveau du sol. Il y a des feuilles qui sont des organes adaptés à la fonction de photosynthèse. Nous avons vu que face aux contraintes de l'environnement, il y a une adaptation face au manque d'eau, une adaptation au froid également. Et nous avons vu que concernant la circulation de matière au sein de la plante, il y avait donc la circulation de sève brute au niveau de vaisseaux spéciaux que l'on appelait le xylème et circulation de sève élaborée au niveau de vaisseaux que l'on appelait le phloème. Nous avons vu le développement de la plante avec notamment des zones qui étaient spécialisées dans la croissance de la plante. Nous avons mis également en évidence la mise en place des organes dans la plante. Et nous avons vu que cette organogénèse était sous influence, que ce développement était contrôlé par des organes, mais également influencé par des conditions du milieu. Donc l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, le cours est terminé. Merci. Alors je suis un peu trop bas, dommage.